Mercredi 23 janvier 2019, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Promouvoir le pluralisme culturel et religieux dans un contexte d'extrémisme religieux au Niger et au Nigeria, c'est l'objectif d'un projet dénommé Action pour le pluralisme culturel et religieux au Niger et au Nigeria. Le lancement officiel des activités de ce projet a eu lieu ce matin dans l'auditorium Sanibako du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'Intérieur Mohamed Bazoum en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Abdul Razak Hamidou. La paix, vecteur de développement. Cette cérémonie consacre le lancement officiel du programme de promotion de la tolérance culturelle et religieuse au Niger et au Nigeria, dénommé Zamantare, et est organisée par la Catholic Agence for Overseas Development, l'agence officielle d'assistance humanitaire et au développement de l'Église catholique du Royaume-Uni, de l'Angleterre et du Pays de Galles, la Caritas Development Niger et la Catholic Caritas Foundation of Nigeria, soutenue par l'Union européenne. Le programme Zamantare, dont nous assurons ce matin le lancement officiel, se veut être une réponse opportune à la consolidation de la paix au Niger et au Nigeria en promouvant la tolérance culturelle et religieuse comme fondement de l'entente, de la rencontre et de la compréhension mutuelle. À cette fin, les gouvernants garants des libertés publiques, des acteurs de la société civile, des leaders religieux, des chefs traditionnels, des acteurs du domaine scientifique, les médias et les populations elles-mêmes ont la capacité et aussi la responsabilité de jouer leur rôle individuellement et collectivement pour promouvoir des changements sociaux et comportementaux qui rapprochent les peuples. Le département ministériel que dirige son Excellence Bazoum Mohamed et la commission du dialogue intra-religieux, c'est dire, prouvent encore tout l'intérêt de coexistence pacifique que le Niger accorde à de telles initiatives qui renforcent la dignité humaine. Le vivre ensemble, ou Zamantare, trouve toute sa signification au Niger, car la paix que nous cultivons pour notre pays, nous la voulons pour toute l'Afrique et le monde entier. La cérémonie a bénéficié du parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, qui n'a pas manqué de souligner l'implication de son département ministériel dans la promotion de la paix. Le programme Zamantare que nous lançons officiellement aujourd'hui s'inscrit ainsi dans la droite ligne des efforts du gouvernement de la République du Niger pour instaurer la paix sociale dans notre pays. Il témoigne de partenariats agissants entre notre pays et l'Union européenne dans ce domaine à travers les ONG CAFOD, CADEV et CCFN, ses partenaires en l'occurrence. Je saisis cette occasion pour exprimer notre reconnaissance à l'Union européenne qui, une fois encore, accompagne notre pays dans la consolidation de la paix sociale à travers ce programme qu'elle a bien voulu financer. Le projet visera à promouvoir un discours de tolérance et de respect de la diversité culturelle et religieuse à l'endroit des leaders d'opinion, des jeunes, notamment en utilisant les réseaux sociaux et les groupements de jeunes. Et puis vous le savez peut-être, le restaurant de l'université de Zender a été fermé par décision du ministre en charge des enseignements supérieurs, cela suite à une altercation entre des étudiants et un des travailleurs de ce restaurant. Ce matin, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Zender était face à la presse pour condamner cette décision et demander par la même occasion au ministre de revenir sur sa décision. On les suit. Les messeries, notamment les ministres des enseignements supérieurs, de la recherche et de l'innovation, ils ont donné des instructions fermes aux différents centres des œuvres universitaires des universités publiques du Niger. Que quand il y a un problème, il faut soit fermer les restaurants, soit garer les bus. Ce qui s'est passé à l'université des Zender. Je tiens à dire à l'opinion nationale et à l'autorité politique que l'année passée, presque tous les restaurants des différentes universités publiques ont été mis aux arrêts, y compris les bus, mais pas à l'université des Zender.
Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que l'étudiant de l'Université des Anders n'est pas de nature violente. L'étudiant de l'Université des Anders n'est pas vatanguériste. Malheureusement, on a constaté certains comportements non professionnels de certains agents de PAT qui ont provoqué nos camarades. Je ne vais pas revenir trop sur les faits. En tant que comité exécutif, nous condamnons la fermeture ferme de ces restaurants et nous demandons à la direction Kourou de procéder à sa réouverture immédiate. La fermeture des restaurants, ce n'est pas quelque chose qui pourrait nous faire reculer. Avant même de venir à l'université, nous mangeons dans nos familles. Ce n'est pas un luxe. Je tiens également à le dire, avec la bouffe qui, je suis au regret de le dire, la qualité n'était même pas au rendez-vous. Ce n'est pas un moyen de pression sur nous. Moi je dis en tant que comité exécutif, ce n'est pas la bonne solution. Nous tous, on n'a pas intérêt à ce que ce climat de stabilité soit perturbé. Nous demandons aux Sepatous de revenir au meilleur sentiment. On n'a pas intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait un bras de fer entre nous et les Sepatous. Mais nous demandons à ces derniers de revenir au meilleur sentiment. Parce que quand nous allons nous lancer dans cette logique, l'UNUS va s'engager avec la dernière énergie. Et c'est là, au prix de n'importe quel prix, au péril de n'importe quel prix, nous allons nous engager. Mais, comme je l'ai dit, c'est une équation à une seule inconnue. Nous pourrions l'éviter. Par rapport aussi au centre des œuvres universitaires, nous interpellons le directeur Kourou, en tant que premier responsable de ce centre, de créer les conditions pour sensibiliser ces agents. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de continuer à cautionner de telles bavures à l'endroit de nos camarades. Ce qui s'est passé hier, ce n'est que le début. Et on ne sait pas ce qui pourrait advenir. Donc nous demandons au directeur Kourou de prendre ses responsabilités, du moins de sensibiliser ces agents, afin que des comportements ignobles de ces gens ne puissent pas arriver dans notre communauté. Dans le département de Balayara, c'est dans la région de Tillabéri, une ONG de développement local dénommée Libo avec ses partenaires Pencil for Kids et Eliminate Poverty, c'est des structures, l'une est canadienne, l'autre est américaine. Et bien cette ONG de développement local a donc procédé hier dans le dit département, le département de Balayara, donc à une série de visites de jardins dans lesquels cette ONG appuie les producteurs. On fait le résumé avec nos envoyés spéciaux à Balayara, Ibrahim Abdou et Asma Ousseïdou. La transformation du système de production de subsistance en un système de production orienté vers le marché, c'est aider les populations rurales à sortir de la pauvreté. L'une des missions de l'ONG Libo qui œuvre contre le chômage des jeunes en général et des femmes rurales en particulier. Le projet producteur de l'avenir a un objectif, c'est d'amener la population à croire à l'agriculture et de considérer l'agriculture comme une entreprise. Notre objectif, c'est d'amener les gens à croire qu'on peut quitter l'agriculture de subsistance vers une agriculture orientée vers le marché. Donc c'est vraiment les amener à faire ce qu'on appelle l'agriculture intelligente. Ces femmes aujourd'hui sont arrivées à un stade vraiment très important du moment où elles sont financièrement indépendantes. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de renforcer leur capacité organisationnelle pour que d'ici un an, quand nous allons quitter, qu'elles puissent continuer les activités. Des mesures sont également prises pour la protection de ces produits. Aujourd'hui, le projet producteur de l'avenir a atteint un moment où nous pensons que les femmes sont suffisamment connectées au marché, que ce soit au marché local et au marché et aux autres marchés. Donc, amener les acheteurs à avoir les informations nécessaires de qu'est-ce que les femmes sont en train de produire et qu'est-ce qu'elles comptent produire. Et dans cette démarche, nous sommes appuyés par deux autres ONG. Il y a une ONG canadienne qui s'appelle Pencil for Kids et une ONG américaine qui s'appelle Eliminate Poverty Now. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'ONG Libo a mis à la disposition des femmes de Balayara des engrais pour mener à bien leurs activités. Très émus de ce geste, les bénéficiaires se réjouissent. Pour la première campagne, on a cultivé la tomate
et chaque femme a bénéficié de 13 000 francs. La deuxième campagne, Loignon, chaque femme a également bénéficié de 26 600 francs. En tout et pour tout, nous avons eu un bénéfice annuel de 141 900 francs. Nous remercions vraiment l'ONG Lipo. Quant au maire de Balayara, il se réjouit du choix de sa commune pour bénéficier de l'appui de l'ONG. Nous remercions vraiment l'ONG Lipo pour ce geste combien de fois qui ne cesse donc à l'endroit de cette population qui en ont besoin. Et vraiment, nous souhaiterons que cet engrais et ces produits pesticides, soient utilisés à bon escient. Ainsi, les invités ont eu droit à une visite guidée de plusieurs sites maraîchers, à savoir Isa 8 ans, Timboran, Tigri 1 et Tigri 2. En guise de reconnaissance aux efforts concertés à leur égard par l'ONG, les femmes de Balayara ont décerné des témoignages de satisfaction aux responsables de l'ONG et aux partenaires. Restons toujours dans le domaine de la production irriguée. Vous le savez, ici à Niamey, plusieurs périmètres des rives du fleuve Niger sont menacés par les eaux du fleuve qui montent puisque c'est la période de la crue. D'autres périmètres, vous le savez aussi sans doute, ont déjà été inondés. Je propose de suivre le point sur cette situation dans ce reportage de Sadou Doumi et Hassan Sari Mustafa. Chaque jour qui passe, les exploitants des rives du fleuve Niger, notamment les riziculteurs de la région de Niamey, ont leurs mains sur la poitrine. Ils voient leur périmètre inondé par les eaux du fleuve. À la date du 18 janvier 2019, 210,66 hectares sont inondés. La crue continue. Une situation qui inquiète la Fédération des unions des coopératives des riziculteurs du Niger. Ça fait plus de 40 ans, les âgés disent qu'ils n'ont jamais vu cette crue de cette année. Donc ça nous inquiète beaucoup, ce qui nous amène à lancer un cri d'alarme au niveau des autorités pour qu'ils prennent des dispositions. On est très inquiets. D'abord, ça a inondé beaucoup de cultures maraîchères. Et tous les espaces que les gens exploitent en rive pluviale sont inondés. Maintenant, nos inquiétudes, c'est au niveau des périmètres aménagés. Donc notre cri d'alarme au niveau des autorités, c'est de prendre des dispositions pour préserver les périmètres aménagés. Jusque-là, ça continue à monter les niveaux du fleuve. Bon, nos militants, déjà, ils sont à pied d'œuvre chaque matin, chaque soir, ils sont en train de sillonner les digues. Ils font des petites diguettes là où il les faut. Mais quand ça dépasse là, ils n'ont pas aussi des moyens pour pallier. Outre les riziculteurs et les autres exploitants, au total, 2019 personnes et 274 ménages sont touchés, dont 18 maisons effondrées selon la Direction générale de la protection civile. La Fédération de coopératives appelle les riverains à plus de vigilance. irko jinan kirko ni borgi singno no goro irim ska gor gine a zair kai wate irgo gungera ir safata. Nous demandons aux riverains d'être prudents, de ne pas croire que les sites inondables sur lesquels ils se sont installés les appartiennent. En tout cas, il faut prendre des précautions pour quitter le lieu avant que le pire n'arrive. Il faut dégager les effets, prendre tout ce qui est utile. C'est pas bon de se retrouver les pieds dans l'eau. Jine hanno alman hankan gobara se kulu irgo ngware iga im kokargi katay gakan da hausara hare. En plus de Niamey, la région de Tillabéri est aussi touchée par la montée des eaux du fleuve Niger. À la date du 20 janvier 2019, 1250 ménages sont concernés, dont 757 maisons et 198 cases effondrées. Quant à la superficie des aires de culture inondées est de 64,21 hectares. Et à Kolo, ce sont 4,6 hectares qui sont inondés, touchant 228 personnes.
Fin cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey de la conférence sur la gouvernance du secteur des industries extractives du Niger. La conférence avait pour thème enjeux et défis de cette gouvernance, de la gouvernance de ce secteur. Donc, cette conférence, vous le savez, a été l'occasion pour le Niger d'annoncer officiellement son désir de reprendre sa place au sein de l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives. Le résumé de la cérémonie de clôture de cette conférence avec nos reporters Chebou Guisso et Adam Soumana. Après 48 heures de conclave, les participants à la conférence sur la gouvernance du secteur extractif arrivent ainsi au terme de leurs travaux. Des travaux sanctionnés par d'importantes recommandations. À toutes les parties prenantes du dispositif ITIE Niger de tirer les enseignements de la mise en œuvre de l'ITIE Niger dans l'optique d'aller sur des bases plus saines et solides, de tirer parti des bonnes pratiques des pays de la sous-région dans la mise en œuvre de l'ITIE, de faire preuve de beaucoup d'engagement et de responsabilité dans la mise en place effective des organes du dispositif de l'ITIE Niger. Et ensuite au gouvernement de financer la recherche géologique, minière et pétrolière afin de mieux connaître les potentialités de notre sous-sol, élaborer et mettre en œuvre une politique de contenu local spécifique au secteur extractif en s'inspirant des bonnes pratiques en la matière de certains pays africains, et cela à travers la participation des entreprises nigériennes à la fourniture des biens et services et la nigérisation des emplois dans les entreprises opérant dans le secteur extractif. Finaliser et mettre en œuvre les réformes sur l'artisanat minier afin d'accroître les recettes issues de l'exploitation minière. Créer un fonds de réhabilitation des sites après l'exploitation. Créer un fonds d'investissement pour la génération. Mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de l'ITIE en collaboration avec les PTF. Faire des données ITIE un instrument d'aide à la décision dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Au dispositif ITIE Niger, de développer une stratégie de communication ciblée pour expliquer les enjeux liés à la gestion des ressources naturelles. Procédant à la clôture de cette rencontre, le ministre des Mines a émis le vœu de voir les présentes assises poser les jalons du retour du Niger à l'ITIE, tout en donnant l'assurance de prendre en compte toutes les recommandations qui y sont issues. Cette conférence a permis de jeter les bases d'un dialogue entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'ITIE et de faire plusieurs recommandations que j'espère seront traduites en feuille de route afin de mieux répondre aux défis que nous rencontrons dans le secteur extractif. Les recommandations issues de cette conférence permettront d'améliorer l'efficacité de la gouvernance du secteur extractif. Il appartient désormais au secrétariat international de l'initiative pour la transparence des industries extractives de décider souverainement du retour ou non du Niger dans cette grande famille sur la base des engagements de la partie nigérienne. Gageons que cette décision soit à la faveur du pays. Du sport pour refermer ce journal, et c'est du football avec d'abord ce reportage sur les préparatifs de la CAN des moins de 20 ans que notre pays va abriter du 2 au 17 février prochain. La mobilisation au niveau des supporters va être de mise selon ce reportage réalisé ce matin par une équipe de la télévision Labari. Pour la première fois, le Niger va accueillir 8 pays dans le compte de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui va se tenir du 2 au 17 février 2019. C'est à juste titre que le Bureau national des supporters du MENA lance un vibrant appel à l'endroit des Nigériens pour y participer massivement et mieux pour contribuer et réussir l'organisation. Comme c'est une première fois au Niger, donc vraiment il faut que vraiment les gens se mobilisent et puis vraiment ils n'ont qu'à venir avec beaucoup de courage et puis vraiment et puis soutenir notre équipe nationale parce que c'est la première fois qu'on organise la CAN là.
Donc c'est pas une blague. Et puis vraiment, il faut que les Nigériens même mettent les moyens, tous les moyens nécessaires qu'il faut, parce que surtout à la rentrée des stades là, donc il faut vraiment que ce soit des prix abordables et puis que les entrées soient accessibles à tout le monde. Soucieux de la réussite de cette coupe dans la tranquillité, la paix et la sérénité, une doléance est adressée aux autorités afin de renforcer la sécurité, d'alléger le coût d'entrée, mais aussi de financer les supporters pour accompagner le MENA. Notre force c'est de mobiliser, d'amener tous nos supporters et puis vraiment pour que le MENA va en avant, quoi. Il faut avoir le soutien moral et financier et puis surtout le soutien financier parce que par rapport aux autres pays, le soutien pour les maillots, avoir des drapeaux, nos couleurs et puis les instruments pour supporter. En tout cas, il nous faut vraiment un soutien financier là pour qu'on puisse vraiment aller en avant, quoi. Tous les Nigériens sont invités à accompagner l'équipe nationale à aller jusqu'au bout. Les matchs vont se jouer ici à Niamey et à Maradi. Le MENA national joue ses matchs de phase de poule à Niamey. Alors, bonne chance au MENA. Du sport football toujours, et c'est pour parler du football féminin. Comment se porte cette pratique du football féminin dans notre pays? C'est ce qu'a tenté de savoir ce matin Nasser Dantofo. Il a interrogé à cet effet la responsable du football féminin au sein de la Fédération nigérienne de football. Cela en prélude à la célébration demain de la Journée mondiale du sport féminin. Écoutons Madame Amina Hassan. La première chose qu'on peut retenir, c'est que maintenant il y a vraiment un ancrage du football féminin au Niger. Parce que vous savez, tout récemment, nous avons organisé l'édition du premier championnat national de football féminin. Donc cela veut dire que nous allons lentement, mais sûrement quand même, dans la marche du football féminin. Donc c'est déjà un point très essentiel. Donc nous pensons que maintenant c'est de voir l'avenir. Comment pérenniser effectivement cet événement que nous avons eu à faire tout dernièrement. Et peut le dire en tout cas sans m'interrompre qu'il a été positif. Vous êtes là aussi pour le témoigner, parce que nous avons organisé quand même deux activités majeures. Il y a eu donc la coupe du 13 mai, il y a la première coupe édition UNICEF, et la porte haute, c'était donc l'organisation du premier championnat de football féminin. Donc, en gros, nous disons que l'année 2018 a été donc positif, en tout cas pour le football féminin au Niger. Le championnat nous a permis de voir effectivement que ce n'est pas à Niamey seulement, dans la capitale, que se pratique le football féminin. Dans les régions, nous avons eu donc la participation de 5 régions, Agadez, Zender, Tawa, Maradi et Dosso. Donc cela veut dire que le football féminin se pratique à l'intérieur du pays. Mais seulement, effectivement, il leur faut de la compétition, peut-être ce qu'ils n'ont pas par rapport à Niamey. Et c'est ce que nous allons essayer donc de vulgariser, donc permettre à ces équipes au niveau de l'intérieur d'avoir des compétitions, d'échanger et d'être plus performantes que ce que nous avons vu tout dernièrement. Et nous disons, c'est donc de réitérer le même processus, avoir une compétition des coupes et aussi donc le deuxième championnat, parce qu'il faut le faire. Mais aussi donc avoir effectivement, je pense que aller vers la base. Donc il faut qu'on puisse effectivement permettre donc le développement du football à la base, donc au niveau des écoles. Et les écoles, je pense, c'est notre atout. On va se référer au niveau des écoles. Je pense que c'est là où devait se développer le football pour qu'on puisse voir l'avenir et penser au football d'élite. Et donc il n'y a pas de football à la base. Je pense qu'il n'y a pas de développement, donc il n'y a pas de pérennisation. C'est dans ce sens-là que nous allons donc peut-être approcher donc les écoles pour qu'on puisse ensemble travailler pour permettre donc aux jeunes filles de pratiquer le football. Voilà, il s'agit Moussa Amina, elle est la responsable du football féminin au sein de la Fédération nigérienne de football. Elle nous parlait de la pratique de ce football féminin dans notre pays, cela à l'occasion de la célébration demain de la Journée mondiale du sport féminin. Et c'est sur cette intervention de la responsable du football féminin au sein de la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, que s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.